Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon 24. Bienvenue à tous. Les Panthères du Gabon n'ont pas réussi à manger du lion. Le match comptant pour la dernière journée du groupe A, dernière occasion pour la qualification en quart de finale des Lions indomptables se sont qualifiés à la faveur de ce match nul. En Gambie, signe des temps qui changent, l'armée sénégalaise est entrée triomphalement sur le territoire gambien. L'ex-président Yaya Jammeh, qui s'est envolé finalement pour la Guinée équatoriale, a négocié la protection de ses proches et de leurs biens et surtout la réconciliation nationale. Nous irons aussi en Chine où les temps changent aussi avec cette plainte d'une poignée d'avocats chinois contre la pollution de l'air. Ils accusent les pouvoirs publics de ne rien faire pour protéger la population. Voilà pour les titres. Ouverture du match Gabon-Cameroun au stade de l'amitié sino-gabonaise à Ngoundje, au nord de Libreville. Les deux équipes ont joué leur va-tout pour espérer se qualifier au deuxième tour de cette CAN Total 2017 que le Gabon accueille. L'équipe nationale du Gabon qui a obtenu jusque-là 2 points n'a pas réussi à dompter les Lions du Cameroun. Perspective des derniers matchs du Gabon et du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec Lardi Nguemamba. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2015 était la 30e édition de cette compétition continentale. Elle s'est déroulée du 7 janvier au 8 février 2015 en Guinée équatoriale, dont les villes hôtes étaient la capitale Malabo, Bata et Bébéyine et Mongomo. Appel au désistement du Maroc suite à l'épidémie Ebola qui faisait ravage en Afrique de l'Ouest. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, était dans le groupe A, avec pour adversaires la Guinée équatoriale, pays hôte de cette 30e édition, le Congo-Brazzaville et le Burkina Faso. Selon le classement rendu public par la Confédération africaine de football au terme des quarts de finale, dont les Panthères du Gabon n'ont pas pu franchir, la sélection nationale termine à la 12e place derrière le Cap-Vert lors de cette compétition continentale. Après une campagne de qualification bien conduite et un début de compétition bien mené, les poulains de Georges Costa, jadis sélectionneurs du Gabon, n'ont pas pu aller plus loin. Mais les Panthères du Gabon dévancent néanmoins le Cameroun voisin avec l'une des 3 meilleures défenses de la compétition. Logés dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée-Conakry, les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas pu franchir le premier tour. Du point de vue de l'attaque, la sélection nationale du Gabon de football partage l'avant-dernière place avec le Cameroun et la Zambie, également auteur de 2 buts. Durant les 3 matchs de poule, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont essuyé 6 cartons et un pénalty face à la Guinée équatoriale. De manière générale, lors des 28 matchs de la phase de poule et des quarts de finale de la CAN, 61 buts ont été marqués, soit 45 buts au premier tour et 16 en quart de finale. Dans le détail, on note 10 buts dans le groupe A, 9 dans le groupe B, 15 dans le groupe C et 11 dans le groupe D. La moyenne est de 1,87 buts par match sur les 28 rencontres. 13 se sont soldés par un résultat nul, dont 10 sur un score de parité de 1 but partout. La moyenne générale s'établit à 2,17 buts contre 1,87 à l'issue du premier tour. 3 joueurs se partageaient la première tête du classement des meilleurs buteurs avec 3 buts. Le Tunisien Ahmed Aïkachi, le Congolais Thierry Bifouma et l'Équato-Guinéen Javier Balboa. Revenons tout de même sur l'historique de la rencontre de ce soir qui s'annonçait sur tous les plans palpitante entre les deux formations qui voulaient à tout prix l'emporter. À cet effet, la rédaction de Gabon 24 a tenu quand même à revisiter l'historique des confrontations entre les deux nations de football. Lambris Boubala sur des images d'archives. Pour saisir et comprendre les enjeux de cette rencontre, revisitons l'histoire des confrontations entre les deux nations de football. Lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le 9 octobre 2009, au match aller à Libreville, les Lions indomptables l'avaient emporté sur un score de 2-0 avant de pouvoir confirmer 4 jours plus tard à Yaoundé au Cameroun 2-1. Une défaite de trop qui avait stoppé net l'élan des Panthères du Gabon, les empêchant de prendre part à la phase finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il a fallu attendre un an, c'est-à-dire le 13 janvier 2010 en Angola, pour voir la réaction des Gabonais face aux Lions indomptables en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire d'1-0 pour les poulains d'Alain Giresse qui à l'époque avaient fait tache d'huile dans le camp camerounais.
Quelques années plus tard, précisément le 28 juillet 2013, les deux formations se rencontrent à nouveau lors du championnat d'Afrique des Nations. Au match aller, ce sont encore les Lions qui s'étaient imposés 1-0 avant de voir les nôtres renverser la tendance un mois plus tard sur le même score. Les deux équipes auront la chance de se retrouver à nouveau en amical le 6 septembre 2016 alors que le Gabon se prépare à abriter la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre qui s'était soldée sur un score de 2-1 en faveur du Cameroun. Le face-à-face qui aura lieu ce soir est donc déterminant pour les poulains de Camacho qui tiennent là, entre leurs mains, une occasion pour changer le cours de l'histoire. Car sur 6 rencontres, le Cameroun compte 4 victoires et le Gabon 2. Soutenir son équipe jusqu'au bout, c'est le vœu exaucé des Panthères des Lions indomptables du Cameroun en se déplaçant de leur pays d'origine jusqu'au Gabon. Les détails avec Sveltlana Galendis Maganga. Ça y est, le temps est donné pour ce match Gabon-Cameroun. Les derniers matchs du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations se disputent ce dimanche 22 janvier 2017. Les supporters des Lions ont fait le déplacement de leur pays pour venir réaffirmer leur soutien à leur équipe nationale. Nous sommes face à une situation très compliquée. Il nous faut gagner pour se qualifier. On n'est pas là pour un nul. Il est bien vrai qu'un nul, ça nous qualifie, mais nous on veut la victoire. Parce qu'un nul a des mieux que c'est un but, ça change les données. Nos enfants, on les motive toujours en disant que vraiment, allez de l'avant, vous savez ce que vous êtes venu chercher. Vous êtes venu chercher la victoire et non vraiment la défaite. Et s'il arrive que vraiment, on ne sait pas, parce que quand l'homme propose, Dieu dispose. Vraiment, on va accepter tout ce qui va arriver. Si on peut apprécier le spectacle également sur le terrain, la Coupe d'Afrique des Nations est aussi avant tout un rassemblement populaire. Les supporters des équipes présentes contribuent à cette bonne ambiance et parfois, cela donne lieu à des images incroyables. Les Lions indomptables étaient un moteur diesel. Il démarre doucement et par la suite, ça donne autre chose. Mais à ce qui concerne la CEMAC, notre souhait c'était que la CEMAC se tienne la même pour aller au deuxième tour. Bon, j'aimerais que le Gabon marque au moins 2 buts, le Cameroun marque 2 buts et que les autres fassent, n'est-ce pas, match nul pour qu'on rentre au deuxième tour ensemble. Mais que cela ne tient, et comme le Cameroun est indomptable, je ne sais pas s'il va laisser passer la panthère. C'est l'affaire de football, il faut qu'une équipe gagne. La plus forte gagnera et le sport restera toujours. Nous resterons frères. Cette année, après seulement un jour de compétition au Gabon, on a sûrement déjà trouvé le fan club le plus fou lors de la rencontre entre le Cameroun et le Burkina Faso. L'actualité en Afrique avec l'ex-président gambien Yaya Jammeh qui a cédé le pouvoir à Adama Barrow après 6 semaines de crise politique qui a quitté Banjul samedi soir à bord d'un avion privé, ce qui a provoqué des explosions de joie dans la capitale. Jamila Mbengban. L'appareil, un Falcon 900DX immatriculé VPCBT, a décollé peu avant 21h heure locale avec à bord Yaya Jammeh, 51 ans, dont plus de 22 ans passés à la tête de la Gambie, et le président guinéen Alpha Condé qui, selon des sources officielles guinéennes, devait l'accueillir au moins temporairement à Conakry. Arborant ses habituels boubous et chapeaux blancs, il a été salué à son départ par des dignitaires et une fanfare militaire. Il a dit au revoir à un groupe de partisans qui s'étaient rassemblés sur le tarmac en brandissant en leur direction un Coran qu'il a embrassé. Ma décision n'a pas été dictée par quiconque, mais l'intérêt suprême de vous, le peuple gambien et notre cher pays, en prenant en considération ma prière et mon désir que la paix et la sécurité continuent de régner en Gambie. L'annonce de son départ effectif, longuement attendu par beaucoup à Banjul, a été suivie d'un déferlement de joie dans les rues, notamment dans le secteur de Grand Banjul. Nous sommes libres maintenant, nous ne sommes plus en prison, a lancé Fatou Jam, 28 ans, jubilant dans la rue. Nous n'avons plus à faire attention avant d'exprimer nos opinions, a-t-elle dit. Maintenant qu'il est parti de son côté, affirme Modou Lamine Doumbouya, 25 ans, les Gambiens en exil sont libres de rentrer. Ce qui est bien, c'est que Yaya Jammeh saura maintenant ce que cela veut dire d'être réfugié à l'étranger, a-t-il ajouté. Des soldats sénégalais de la force ouest africaine ont été accueillis par des vivas en entrant dimanche matin en territoire gambien à Farafenni, localité frontalière du Sénégal. Le récit de Larding Mamba.
Déployés dans le cadre de la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie, les soldats sénégalais ont franchi la frontière en provenance de la localité sénégalaise de Keur Aïb et ont été reçus par des cris de joie, applaudissements et des concerts de klaxons de la part des militaires et des civils gambiens. Les soldats sénégalais étaient à bord d'une dizaine de véhicules comprenant des blindés et des pick-up. Nous sommes désarmés, leur a lancé un soldat gambien depuis le bas-côte de la route. Dans un communiqué, le commandant de la MISEGA, le général François Ndiaye, a indiqué que ses forces étaient entrées en territoire gambien à la suite de la médiation et au départ de Banjul de l'ex-président Yaya Jammeh. Cette action a pour but de contrôler les points stratégiques en vue de sécuriser les populations et de faciliter la prise de fonction du président élu Adama Barrow. La mission restera déployée conformément au mandat qui s'exercera jusqu'à ce que le président Barrow prenne effectivement fonction et que les conditions de l'exercice effectif de son pouvoir soient réunies. À la demande de la CEDEAO, Adama Barrow séjourne depuis le 15 janvier à Dakar. Il a prêté serment jeudi dans l'ambassade gambienne de cette ville en raison d'une crise liée à la contestation de sa victoire par Yaya Jammeh, arrivé au pouvoir en juillet 1994. Depuis l'éclatement le 9 décembre de cette crise, de multiples initiatives avaient été prises pour que Jammeh cède la place, notamment par la CEDEAO. Les derniers efforts menés vendredi ont abouti à son départ forcé en exil, samedi soir pour la Guinée équatoriale. Une équipe d'ingénieurs ougandais a inventé une veste intelligente capable de diagnostiquer la pneumonie plus rapidement qu'un médecin et devant permettre de mieux combattre une maladie qui fait plus de victimes infantiles qu'aucune autre au monde. Les détails avec Gladys Magangue. Une veste intelligente capable de diagnostiquer la pneumonie plus rapidement qu'un médecin et devant permettre de mieux combattre la maladie. C'est l'invention d'une équipe d'ingénieurs ougandais. L'idée est venue d'Olivia Koburongo, 26 ans, après que sa grand-mère fut tombée malade. Ma grand-mère était malade sur son lit de mort. Elle venait de changer d'hôpital et en arrivant au nouvel hôpital, où elle était en soutien respiratoire, ils ont réalisé que le diagnostic du premier hôpital n'était pas bon et il était maintenant trop tard pour la sauver. La pneumonie, maladie respiratoire, tue environ par an 24 000 enfants ougandais de moins de 5 ans qui, pour la plupart, souffrent déjà de paludisme. Olivia a présenté son concept à son camarade brillant Touri Bagui, 24 ans, diplômé comme elle d'une école en ingénierie des télécommunications. Ensemble et avec une équipe de docteurs, ils ont créé le Mama Hope, Mother's Hope, un équipement utilisé pour les jeunes enfants. Notre objectif principal était le personnel médical, mais c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé par les familles, les orphelinats, les écoles et les autres institutions, simplement parce que c'est très facile à utiliser. Le Mama Hope est très simple d'utilisation. L'enfant a simplement à enfiler la veste dont les capteurs permettront de mesurer certains paramètres comme les bruits émis par les poumons, la température ou le rythme de la respiration. Selon l'UNICEF, la plupart des 900 000 décès annuels d'enfants de moins de 5 ans dus à la pneumonie ont lieu en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. En Libye, cette fois, 2 personnes qui se trouvaient à l'intérieur d'une voiture ont été tuées samedi quand le véhicule a explosé à Tripoli, près de l'ambassade italienne qui vient de rouvrir, a-t-on appris de sources libyennes médicales et sécuritaires. Jamila Bengman. Le véhicule a explosé dans une rue située derrière l'ambassade italienne et celle de l'Égypte, actuellement fermée devant le ministère du Plan et près d'un hôtel. Selon une source de service de sécurité, il n'était pas possible dans l'immédiat de déterminer s'il s'agissait d'un attentat ou d'une explosion accidentelle. Oussama Al-Tabouni, un responsable du Croissant Rouge dans la capitale libyenne, a indiqué que 2 corps calcinés et non identifiés avaient été retirés de la voiture. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du lieu de l'explosion, empêchant badauds et journalistes de s'en approcher. Rome avait annoncé le 9 janvier dernier la réouverture de son ambassade à Tripoli, fermée en février 2015, quelques mois après la prise de la capitale libyenne par une coalition de milices, dont certaines islamistes, au prix de violents combats. L'Italie est le premier pays occidental à avoir rouvert sa représentation diplomatique à Tripoli. La capitale libyenne a été le théâtre ces dernières années de plusieurs attaques contre des ambassades et des diplomates. L'Italie fait face ces dernières années à un afflux exceptionnel de dizaines de milliers de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée depuis la Libye, un pays plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. 10 mois après son installation à Tripoli, le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, n'a pas réussi à asseoir son pouvoir sur l'ensemble du territoire et il est contesté par des autorités basées dans l'est du pays.
Le 23e congrès du puissant syndicat tunisien UGTT s'est ouvert dimanche en un rendez-vous crucial lors duquel le prix Nobel de la paix 2015 doit débattre de sa place dans le paysage politique et social et renouveler sa direction 6 ans après la Révolution. Le récit de Lardine Guemamba. Ouvert dimanche, le 23e congrès du syndicat tunisien, un rendez-vous important et crucial pour la vie politique et sociale des Tunisiens 6 ans après la Révolution. Lors de ces conclaves, le secrétaire de l'Union générale des Tunisiennes de travail, Hossein Abbassi, élu fin 2011, doit passer la main à un nouveau bureau exécutif. Cela fait 5 années de dur labeur que l'UGTT a une position avant-gardiste reconnue de tous. Il est devenu une composante de la vie quotidienne des Tunisiennes et des Tunisiens. C'est un moment décisif où nous remettons ce qui nous a été confié avec l'espoir d'avoir été à la hauteur de la confiance qui nous a été donnée lors du dernier congrès de Tabarka. Ce congrès prévu durer 4 jours a débuté en milieu de matinée en présence de plus de 500 participants et plusieurs milliers d'invités, dont les responsables de centrales syndicales européennes et latino-américaines. Le syndicat, qui compte plus d'1 demi-million d'adhérents, a vu son influence croître encore davantage dans la Tunisie post-révolution. Dans un pays miné par les conflits sociaux, les débats à l'issue du congrès seront suivis de très près. Toujours plus de discussions, plus de consensus. C'est ça notre mentalité et la mentalité des syndicalistes, c'est toujours le dialogue. Nous n'avons pas un autre choix que le dialogue toujours entre les partenaires sociaux et quel que soit aussi avec le gouvernement. Malgré l'entrée en fonction dans un gouvernement d'union mi-2016 dans lequel figurent 2 ex-responsables de l'UGTT, l'automne a été marqué par un bras de fer sur un gel de salaire dans la fonction publique. Hors du continent africain, en France, pour lutter contre le harcèlement à l'école, on connaissait des numéros d'appel, une journée nationale, des clips du ministère de l'Éducation. Plus original, une comédie musicale à l'Opéra Bastille aborde ce sujet en mêlant humour et gravité avec une bonne dose d'énergie pour redonner envie de se battre. Le reportage. Sous-sol de l'Opéra de Paris. C'est l'heure de l'habillage pour ces jeunes chanteurs. Au programme, une nouvelle répétition de leur comédie musicale sur le harcèlement à l'école, un thème qui parle à ces 36 adolescents, pour la plupart scolarisés en banlieue parisienne. Pour moi, c'était les choses qui étaient rescluses dans un coin du collège, qui n'étaient même pas dans l'enceinte du collège, qui étaient à la sortie, des choses qui se faisaient sans vision et vraiment très violentes. Et je me suis rendu compte que des fois, c'est des choses beaucoup plus subtiles. D'un coup, on se rend compte qu'il y a des phrases, des mots, des attitudes qui font qu'on est un peu exclu. Rose, t'as des épines, tu pues, Rose. Les moqueries, les injures au quotidien, c'est le point de départ de cette comédie qui raconte le calvaire de Rose, une adolescente de 13 ans, prise pour cible par ses camarades. Paralysée par la meute, incapable de se confier à ses parents, Rose finit un soir par dessiner son autoportrait en colère, une autre Rose qui s'anime et va prendre sa place au collège. Ce personnage-là parle d'une façon, en transformant les mots, elle est très vive, elle est pleine d'énergie, elle est très drôle. Et c'est elle, en fait, qui va mener toute la pièce et qui va venger la petite Rose à l'école. Et justement, de façon très drôle, en donnant des leçons aux différents enfants harceleurs. Alternant entre la drôlerie et la cruauté des personnages, Rose et Rose est une commande du Centre de création vocale et scénique d'Aulnay-sous-Bois, bien connu en matière d'éducation artistique. Après une programmation réussie en banlieue est de Paris, le spectacle a convaincu le prestigieux Opéra de la Bastille de le mettre à son affiche. On a réussi à traiter intelligemment tout en apportant, à mon avis, la réflexion indispensable qu'il faut mener actuellement, c'est qu'il faut parler, il ne faut pas avoir peur de la parole, que c'est indispensable, mais aussi, et pour moi c'était le plus fort, que dans chaque enfant, même le plus harcelé possible, il a une étincelle de double qu'il faut qu'il réveille pour lutter.
Selon plusieurs études, 7% des 3,2 millions de collégiens se disent victimes de harcèlement sévère. Ce conte musical des Deux Roses leur parlera sans doute au cœur. Il est pour une semaine à l'affiche de l'Opéra de Paris. Et pour finir, cap sur la Chine où une poignée d'avocats a porté plainte contre la pollution de l'air, accusant les pouvoirs publics de ne rien faire pour protéger la population. Mirandangué. Pour la première fois dans l'histoire du premier pollueur de la planète, des citoyens en ont appelé à la justice le mois dernier, au moment où le nord de la Chine suffoquait sous un pic de pollution, affectant pas moins de 460 millions d'habitants. Notre objectif principal est d'élever les consciences des gens vis-à-vis de la pollution et de les réveiller sur le fait que le gouvernement devrait porter les responsabilités de son inaction et de sa réponse inefficace. Les 6 avocats à l'origine des différentes plaintes déposées devant plusieurs tribunaux locaux assurent que leur combat leur vaut davantage de soutien populaire que les affaires des droits de l'homme qu'ils défendent habituellement à leur risque et péril. Le peuple chinois n'est pas assez concerné par les problèmes sociaux et les choses qui ne leur arrivent pas personnellement. Mais cette question est différente. Tout le monde est une victime et est affecté personnellement en respirant l'air pollué. D'autres plaintes ont été déposées dans la ville voisine de Tianti et dans la province du Hebei dans le nord. La plainte déposée à Pékin accuse les autorités locales de négligence grave et de sacrifier la santé publique au nom d'une croissance économique toxique. Le rappel des titres avant de nous quitter, nous avons eu dans ce journal les Panthères du Gabon qui n'ont pas réussi à manger du lion ce soir. Le match comptant pour la dernière journée du groupe A, dernière occasion pour la qualification en quart de finale. Des Lions indomptables se sont qualifiés à la faveur de ce match nul. En Gambie, nous avons eu le départ de l'ex-président Yaya Jammeh. L'armée sénégalaise est rentrée triomphalement sur le territoire. Une population en joie est le tableau final que nous avons eu de Banjul. Et puis la Chine, où est temps de changer avec cette plainte d'avocats contre la pollution de l'air. Ils accusent les pouvoirs publics de ne rien faire pour protéger leur population. Voilà, madame, monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de rester sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bon début de semaine à tous.